Georges Bensoussan, vous êtes historien et vous venez de publier une nouvelle histoire du sionisme chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Pourquoi ce titre tout d'abord, une nouvelle histoire du sionisme avec ses limites chronologiques 1860-1950? Oui, pourquoi une nouvelle histoire? Parce qu'il y a environ 25 ans, 24 ans, j'avais publié chez Fayard une histoire intellectuelle et politique du sionisme, qui se terminait d'ailleurs en 1940. Pourquoi nouvelle? Parce qu'en un quart de siècle, l'historiographie a énormément changé, pas tellement en France, il y a très peu de gens qui travaillent sur le sujet, mais en Israël bien sûr et aux États-Unis, qui sont les deux principaux pôles de travaux sur le sionisme et même sur le judaïsme en général. Et ces travaux nouveaux, dont beaucoup sont en hébreu et une grande partie quand même a été traduite aux États-Unis en anglais et publiée aux États-Unis, portent sur un certain nombre d'aspects du sionisme qui sont traités dans ce livre, qui m'ont fait réécrire un grand nombre de chapitres, mais qui m'ont fait écrire aussi de nouveaux chapitres, et en particulier un nouveau chapitre qui est assez long dans le livre, une centaine de pages, qui s'intitule le Yishuv Séfarad, c'est-à-dire qu'il existait, le Yishuv c'est la communauté juive d'avant l'État, il existait avant l'arrivée des sionistes proprement dit à la fin du XIXe siècle, une communauté juive d'origine séfarade, c'est-à-dire essentiellement d'Afrique du Nord ou des Balkans, mais plutôt d'Afrique du Nord, qui s'est installée là, au XIXe siècle, entre 1830 et 1860, et qui a vraiment jeté les bases et qui a permis l'édification de ce qu'on appellera plus tard le foyer national juif. Et ces intellectuels séfarades, d'ailleurs, sont parmi les grands rénovateurs de l'hébreu, avec Ben Yehuda. On connaît la figure de Ben Yehuda, Eliezer Perlman de son nom d'origine, mais on connaît mal tous ses amis autour de lui à Jérusalem, qui lui ont d'ailleurs offert son premier poste de professeur d'hébreu à l'Alliance, à l'école de l'Alliance, et qui, avec lui, ont rénové profondément l'hébreu, et ils en ont fait une langue d'enseignement profane, je veux dire, hein, mathématiques, sciences naturelles, etc., et ensuite une langue maternelle. Donc c'est toute cette révolution-là du Yishuv Séfarad que j'essaie de montrer. Puis également, j'ai voulu prolonger chronologiquement. J'avais mes raisons en 1940 d'arrêter, il y a 20 ans, 25 ans, d'arrêter cette étude en 1940, parce que je voulais aussi démontrer, et j'entends toujours d'ailleurs démontrer la même chose, que l'État d'Israël moderne n'est pas né de la Shoah. Et c'est même l'inverse qui s'est produit. La Shoah était une telle catastrophe qu'elle a failli faire en sorte que l'État juif ne voit jamais le jour. Et c'est donc pour ça que j'avais arrêté mon étude en 1940, pour montrer que toutes les grandes institutions qui allaient devenir l'État d'Israël existaient dès les années 1920. Elles n'avaient donc rien à voir avec la catastrophe. J'ai quand même voulu aller beaucoup plus loin ici parce que on ne peut rien comprendre à l'actualité, surtout post-7 octobre, si on ne connaît pas la période 40-50, qui est la guerre mondiale, le choc de la connaissance de la Shoah sur le Yishuv, c'est-à-dire les gens, les Juifs installés déjà en Palestine dans ces années-là, et évidemment la guerre judéo-palestinienne, le choc qu'a été la Nakba pour les Palestiniens et pourquoi la Nakba est arrivée et quelle a été la nature de la Nakba, et ensuite comment sont conclues la fin des hostilités qui n'étaient malheureusement pas la paix, mais seulement des accords de cessez-le-feu. Et donc tout cela, c'est 10 ans d'histoire, mais 10 ans d'histoire qui portent en eux, je dirais, tous les rebondissements et les tragédies de l'époque actuelle. Alors vous construisez votre livre en trois parties et comme vous le disiez, votre conviction c'est que le sionisme n'est pas le fruit de la Shoah, que c'est un projet qui lui est bien antérieur. Et dans cette première partie du livre consacrée à la jeunesse du sionisme, en vous lisant avec votre qualité d'écriture exceptionnelle qui donne de lire cette histoire comme un roman, on découvre la complexité de ce commencement. Oui, vous avez raison, c'est très complexe et on a quelques images d'Épinal. Théodore Herzl, journaliste autrichien en poste à Paris, correspondant de son journal, assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus. Nous sommes en janvier 1895, il en est profondément choqué. Pourquoi? Parce que la foule, au lieu de crier mort aux traîtres, ce qui serait logique, crie mort aux juifs, et qu'il se dit 104 ans après l'émancipation voulue par l'Assemblée constituante, si on en est encore là dans la patrie des droits de l'homme, qu'y a-t-il à espérer? Cette image n'est pas fausse, sauf qu'elle recouvre, un peu comme l'arbre qui cache la forêt, elle recouvre l'immensité des significations du sionisme et surtout les origines du sionisme qui ne datent pas d'Herzl. Herzl, c'est la fin du 19e siècle.
Pour comprendre les origines du sionisme, il faut remonter 30 ans en arrière, 30 ans, c'est-à-dire vers 1860. Et là, vous avez par le renouveau de la langue hébraïque, qui passe d'une langue liturgique à une langue littéraire et journalistique, année 1860, aussi bien en diaspora russe et autrichienne qu'en Palestine même, au sein du Yishuv séfarade, où sont créés les premiers journaux en hébreu dans les années 1860-1870. Et ensuite, cet hébreu qui va redevenir dans le Yishuv, c'est-à-dire en Palestine, une langue d'enseignement dans les années 1880-1890, et redevenir enfin une langue maternelle, ce qu'elle n'était plus depuis pratiquement la révolte de Bar Korba, ou peut-être un peu plus tard, c'est-à-dire 3e, 4e, 5e siècle, au moins jusqu'à la conquête musulmane du 7e siècle. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, surtout, c'est que dans les représentations les plus communes, on fait du sionisme l'héritier de l'antisémitisme. Les Juifs cherchent une patrie, et forcément sur la terre des ancêtres. Ce n'est pas faux sur le fond, bien sûr. Le sionisme a aussi pour but, à long terme, d'édifier un État juif, mais la motivation profonde du sionisme n'est pas celle-là. Parce que lorsqu'on regarde les vagues d'antisémitisme du 19e siècle, essentiellement dans l'Empire russe, je laisse de côté le monde arabo-musulman, elles n'entraînent pas un départ vers la terre d'Israël ou la terre sainte. Elles entraînent des départs vers l'Amérique, du Nord, du Sud, vers l'Europe occidentale, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France, bien sûr, etc. Et vers la terre d'Israël, c'est 2% seulement des départs de l'Empire russe. Et l'Empire russe, à l'époque, c'est le réservoir du monde juif. C'est un juif sur deux appartient à l'Empire russe. Donc l'antisémitisme n'est pas le réservoir du sionisme, non. Le réservoir du sionisme, c'est, et d'ailleurs je dis si l'antisémitisme avait été le réservoir du sionisme, la question est pourquoi n'est-il pas apparu plus tôt? L'antijudaïsme ne date pas des pogroms russes. On remonte au massacre de la première croisade, au XIe siècle, pour finir par les massacres des Cosaques de Khmelnytsky au XVIIe. C'est une suite ininterrompue de, alors pas de malheur, il ne faut pas tomber dans l'histoire lacrymale que dénoncer Salo Baron, mais tout de même une histoire difficile, le moins qu'on puisse dire. Bon, aussi bien dans le monde arabo-musulman d'ailleurs, contrairement aux légendes, que dans le monde occidental chrétien. C'est qu'en fait, l'origine profonde du sionisme, elle tient à la sécularisation du cadre de vie et des cadres de pensée qui touchent toute l'Europe. Et les Juifs ne vivent pas sur une île déserte. Alors je précise d'abord que, contrairement à une idée reçue, nous parlons de la diaspora et nous imaginons que les Juifs sont dispersés un peu partout sur la planète. Non, 85% des Juifs du monde, au XIXe siècle, vivent en Europe. Et la moitié, je l'ai dit, vivent dans l'Empire russe. Les judaïsmes du monde arabo-musulman, du Maroc jusqu'à la Perse, passant par l'Empire ottoman turc, et le judaïsme nord- et sud-américain, c'est 15% du judaïsme mondial. Eh bien, dans ce monde européen où les intellectuels juifs sont finalement frottés également au courant des Lumières depuis le XVIIe siècle, et non pas c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont lu Descartes, qui ont lu Spinoza, le grand réprouvé de la synagogue, mais ils l'ont lu. Et ils ont lu évidemment dans la foulée, et Kant pour l'Allemagne, et Locke pour l'Angleterre, et Diderot par exemple, ou Rousseau pour la France. Donc, d'autant qu'un grand nombre d'intellectuels juifs sont souvent polyglottes, maîtrisent 2 ou 3 langues. Bon. Eh bien, n'étant pas des isolats sur le continent européen, ils sont pénétrés aussi par le monde des Lumières, et ces gens-là, ces intellectuels juifs, connaissent eux aussi une crise de la foi, une crise de la croyance, et un vis-à-vis de la synagogue et vis-à-vis des commandements juifs, ce qu'on appelle les mitzvot, vis-à-vis du Shabbat, vis-à-vis de la cacheroute, enfin bref, tout ce qui constitue la pratique de la vie quotidienne d'un juif. Et en même temps, la question qu'il se pose dans cette deuxième moitié du 19e, c'est comment demeurer juif quand on s'éloigne de la Torah, de la synagogue, et même quand on s'éloigne de la foi en Dieu, parce qu'ils n'entendent pas être autre chose. Ils sont, comme le dit l'un d'entre eux, Achadam, un très grand sioniste russe, c'est un pseudonyme, Achadam, qui signifie un dans le peuple, Asher Ginsburg, de son véritable nom. Achadam dit cela d'une très belle formule, il dit « Nous ne pouvons pas ne pas être les fils de nos pères ». Ça signifie « Nous ne pouvons pas ne pas être juifs, nous le sommes des pieds jusqu'aux cheveux, nous le sommes profondément dans notre être le plus intime, nous ne serons pas autre chose ». Comment l'être? Eh bien précisément, le judaïsme ne peut survivre, disent-ils, que par la réinvention de la nation hébraïque, et d'abord par la reviviscence, pas la renaissance, parce que l'hébreu n'est pas une langue morte, mais par la reviviscence de l'hébreu, qui est la colonne vertébrale de ce peuple, et qui est la seule langue commune à tous les juifs, le judo-espagnol,
le judéo-arabe, le judéo-persan, le yiddish ne sont pas propres à tous les juifs du monde, bien sûr. C'est donc par le biais de la nation qu'on réinvente la nation hébraïque. Et donc là, le sionisme est le fruit d'une sécularisation des cadres de pensée. Et je dis souvent, d'ailleurs j'en parle dans le livre, qu'on ne peut pas séparer la naissance du sionisme de la lecture de Renan, La vie de Jésus, 1863, quand Renan prononce ces mots à propos de Jésus qui vont lui coûter son poste au Collège de France. Jésus, cet homme exceptionnel. Les 4 mots terribles, évidemment, qui traduisent évidemment une sécularisation des cadres de pensée et de la façon d'aborder le monde. C'est d'abord ça le sionisme. C'est une réponse à la sécularisation du monde. C'est ensuite la volonté de reconquérir une dignité, parce que partout la condition juive est une condition abîmée. Dans le monde occidental, on sait pourquoi, et depuis longtemps, pas toujours en revanche. Le premier millénaire n'a pas été marqué par des accès anti-juifs. C'est au contraire une certaine tolérance. C'est à partir des croisades du XIe siècle que la tolérance régresse et qu'on va vers des persécutions de plus en plus dures, et l'expulsion d'ailleurs des Juifs d'Europe qui culmine avec l'expulsion d'Espagne en 1492. Donc, du côté occidental, on sait ce qu'il en est. Du côté arabo-musulman, contrairement à la légende de la lune de miel, non. Si dans les premiers siècles, l'islam a constitué pour les Juifs une libération par rapport à la dure loi des Byzantins, à partir du XIIe siècle, quand l'islam commence à se fermer sous la poussée des Mongols à l'est et sous la poussée des croisades chrétiennes à l'ouest, la condition des minoritaires, et forcément la condition des Juifs et des chrétiens également, dans ces territoires sous domination de l'islam, va empirer. Et elle empire jusqu'au XXe siècle, pratiquement. Et on dira, mais dans les pays occidentaux où les Juifs sont émancipés par le biais de la Révolution française et des pays européens qui ont suivi le chemin de la Révolution française 1791, en quoi la condition juive est-elle atrophiée? Alors évidemment, elle n'a rien à voir avec la condition d'un Juif russe ou d'un Juif marocain, qui sont eux vraiment sous une oppression épouvantable à la fin du XIXe. En quoi un Juif français est-il lui aussi dans une condition atrophiée? Il vit dans une condition dominée parce que d'une certaine façon, il sait qu'il ne sera jamais accepté tout à fait comme un égal. Et je cite dans ce livre d'ailleurs un passage de La recherche du temps perdu de Proust que je trouve superbe. Proust qui était lui-même de mère juive, mais qui était profondément chrétien, il était baptisé. Mais en même temps, il n'avait pas rompu totalement avec la foi de son grand-père Thaddée Weil. Il avait ce souvenir de la petite pierre composée sur la pierre tombale. Bon. Et il a une phrase remarquable à propos d'un personnage de La recherche qui s'appelle Bloch. Lors d'une soirée mondaine, Bloch est présenté à un aristocrate français et les 2 hommes discutent de leurs origines. Et Proust écrit de Bloch disant qu'il était d'origine israélite, c'était le mot qu'on employait à l'époque, qu'il avait répondu comme s'il avait été le fils d'un forçat. C'est extraordinaire cette phrase, parce qu'on sait ce qu'était la condition du forçat, même libéré et même désormais ayant purgé sa peine. Le forçat était le relégué de la société, souvenez-vous de Jean Valjean dans Les Misérables. Le forçat, c'est le dernier échelon du mépris humain sur le fond, comme s'il avait été le fils d'un forçat. Et on est à la fin du XIXe siècle dans le pays de l'émancipation. Je trouve que cette formule de Proust est remarquable. C'est Antoine Compagnon qui l'a cité récemment dans un beau livre sur Proust et le signe juif. Bon. Mais voilà en quoi la condition juive est une condition abîmée, et le sionisme est la volonté de sortir de cette aliénation, de reconquérir une parole autonome, de ne plus être parlé par les autres, mais désormais de devenir un sujet parlant. Il y a presque une démarche psychanalytique dans le sionisme. C'est de faire advenir le sujet parlant au lieu du sujet parlé. De faire advenir une forme de libération. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, le sionisme est directement un enfant des Lumières occidentales, un enfant je dirais même du grand texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, 1784, dans lequel Kant dit c'est la sortie de l'état de minorité, au sens de minorité psychique et politique. Et c'est la même chose pour le sionisme. C'est sortir de l'état de minorité dans lequel la condition diasporique vous a enfermé. Donc le sionisme s'inscrit dans le projet moderne de l'homme nouveau, avec la nouveauté de la nation. Absolument, c'est exactement cela. C'est l'homme nouveau des Lumières, émancipé, et effectivement, mais qui ne peut trouver d'existence collective désormais, maintenant que le ciel est vide pour un certain nombre de ces intellectuels, ashkénazes, séfarades, peu importe, que dans la nation, et que dans la nation hébraïque retrouvée. Et retrouvée sur une seule terre, la seule terre qui parle l'hébreu depuis 3000 ans, et où la Bible a été écrite en hébreu, il y a 2800 ans environ. Bon, c'est la terre d'Israël, bien sûr.
Et alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous montrez les rapports complexes entre ceux qui sont installés depuis très longtemps sur cette terre, bien avant même l'émergence du projet sioniste, et puis ceux qui vont y arriver par vagues successives. Et cette deuxième partie de votre livre montre la complexité des hommes et des femmes qui se retrouvent sur cette terre avec des projets qui ne sont pas forcément accordés. Absolument, c'est tout à fait ça. Et d'abord, il faut dire que cette terre que les Juifs appellent Eretz Israël et que les Arabes chrétiens comme musulmans appellent la Syrie du Sud, seuls les Occidentaux l'appellent la Palestine du nom de l'Empire romain, que lui a donné l'empereur Adrien au IIe siècle. Cette terre a toujours connu des vagues d'immigration modestes de Juifs tout au long de l'histoire, depuis la fin de l'épisode violent de Bar Korba, écrasé par les Romains, et même de Masada, 70 ans avant, jusqu'au XIXe siècle. Bon. Et au XIXe siècle, avant que démarre l'aventure sioniste, disons vers 1850-1860, vous avez une petite communauté juive en Palestine, une Palestine qu'on va essayer de définir comme allant de la mer au Jourdain, qui en réalité est beaucoup plus vaste. La Palestine biblique, c'est les deux rives du Jourdain, bien sûr. Les 3 des 12 tribus d'Israël sont sur la rive est du Jourdain, mais disons par commodité de la mer au Jourdain. Eh bien, dans cette Palestine-là, vous avez une petite communauté juive, 8 à 10% de la population, sur un territoire qui est très, très étroit, bien sûr, c'est l'équivalent de la Bretagne, en gros, en France, et où la population est très clairsemée. C'est à peine 500 000 habitants. Là où aujourd'hui, ils sont 15 millions, il faut quand même le remarquer. Bon, 500 000 habitants, quand vous lisez les descriptions de Chateaubriand, dans son très beau, très, très bel itinéraire de Paris à Jérusalem, et Nerval, Lamartine et la correspondance de Faubert disent la même chose, c'est un pays désolé. Bon, énormément de villages en ruine, énormément de marécages infestés par la malaria, le paludisme, etc. Très peu de monde sur le fond. Cette petite communauté juive est aux 3/4 séfarade, c'est-à-dire venant de l'Empire ottoman et venant d'Espagne, ce sont les descendants des Espagnols expulsés, et un quart ashkénaze. Et ce sont deux communautés qui vivent totalement à part l'une de l'autre, qui ne se fréquentent pas et même qui ne s'aiment pas beaucoup. La communauté ashkénaze vit très largement repliée sur l'étude. Elle est concentrée à Jérusalem et à Safed, à Tzfat. Elle vit de l'étude et elle ne vit pas de son travail. Elle vit des dons que l'on collecte chaque année dans la diaspora pour venir en aide aux communautés de Terre Sainte. Bon. La communauté séfarade, qui est majoritaire, 3/4, elle est en liaison avec la population arabe. Elle a des relations de commerce, d'artisanat, d'échange. Elle est donc souvent arabophone, au moins les hommes. Elle parle ladino à la maison ou judéo-arabe et arabe dans la rue. Et c'est une communauté qui travaille, qui ne vit pas des dons venus de la diaspora. Et c'est dans cette communauté séfarade que va naître effectivement l'embryon du projet sioniste dans les années 1860 autour de l'hébreu, en même temps qu'il a lieu dans l'Empire russe, avec ces intellectuels russes dont je parlais tout à l'heure, qui vont créer dans les mêmes années qu'en Terre Sainte, c'est ça qui est extraordinaire, alors que ces gens-là ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, n'ont pas de relations, nous ne sommes pas dans les relations d'aujourd'hui, évidemment, de la facilité de relations, et c'est autour de l'hébreu que ce petit Yishuv séfarade va commencer un réveil qui va s'apparenter à une sorte de réveil national au sein de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, les observateurs ottomans turcs, ils sont très méfiants de voir se créer une nouvelle question nationale comme la question kurde ou la question arménienne, sont très conscients dans les années 1880 qu'il est en train de naître ici une nouvelle question nationale qui s'appelle la question hébraïque. Bon. C'est ce qui se passe. Et alors, vous avez raison de dire, les projets ne sont pas les mêmes. La communauté ashkénaze vit repliée. Elle est profondément antisioniste pour des raisons théologiques, parce qu'on ne peut pas devancer l'ère messianique. Et il y a déjà un précédent dans l'histoire juive qui est un traumatisme dans l'histoire juive, c'est Shabbatai Tzvi, au milieu du XVIIe siècle. Et Herzl, le fondateur, disons l'organisateur de génie du mouvement sioniste à la fin du XIXe, est perçu comme un second Shabbatai Tzvi, c'est-à-dire un hérétique absolu, un homme qui mènera le judaïsme à sa perte. Donc la communauté orthodoxe en Palestine, comme d'ailleurs en diaspora, les communautés orthodoxes réprouvent le sionisme et le réprouveront jusqu'en 1948. Seule une petite minorité de religieux
adhèrent au mouvement sioniste, et en 1948, au moment de l'indépendance d'Israël, c'est à peine 10% des effectifs. Et en revanche, la communauté séfarade, elle, et plus tard, les sionistes venus de Russie, de Roumanie et du Yémen, ce qu'on oublie souvent, car il y a une alia, une vague d'immigration venue du Yémen un an avant l'immigration russe, donc en 1881, qui n'ont pas du tout pour but de venir terminer leur jour en Terre Sainte, mais qui ont pour but de s'inventer une vie nouvelle dans la patrie juive en vivant de leur travail. Et c'est en cela que c'est un projet complètement différent. Alors, quelle est la différence entre tous ces juifs qui venaient jadis terminer leur vie, et de préférence à Jérusalem, et ces juifs du Yishuv séfarade et plus tard des Russes, des Roumains, etc., c'est que ceux-là, les derniers, je veux dire, avec la rénovation hébraïque, ils ont un projet d'indépendance nationale en tête, ce qui n'était pas le cas des autres qui venaient pour des raisons strictement religieuses. La différence essentielle est là. Et alors la troisième partie de votre livre, s'étend de 1914 à 1950, s'intitule L'épreuve du réel. Et c'est encore une période de l'histoire très complexe, où se développe la construction d'une nation avec ceux qui se sont installés depuis un certain temps déjà, avec notamment de grandes figures comme Ben Gurion. Et puis, depuis presque toujours, dans le livre, vous dites avec prudence qu'il est difficile de situer le commencement de cet événement, mais il y a aussi un refus arabe continu qui va évoluer. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ces deux points, la construction d'une nation avant même la déclaration d'indépendance, oui, et puis la question du refus arabe? Oui, la construction d'une nation, vous avez raison de dire avant même la déclaration d'indépendance, parce qu'effectivement c'est ça qui s'est passé en 1948. La déclaration d'indépendance ne crée pas l'État juif, elle vient couronner un État qui existe déjà, d'ailleurs dont les Anglais, puissance mandataire, reconnaissent en 1937, 11 ans avant l'indépendance, que s'ils donnaient l'indépendance aux Juifs de Palestine, ces mêmes Juifs de Palestine seraient prêts à fonctionner comme un État dans la semaine qui vient. Bon. Donc l'État a été créé avant l'indépendance. Bon. La déclaration de 1948 ne vient que couronner un gros travail. Ce qui est frappant d'abord, c'est qu'on a affaire à une population clairsemée, très peu nombreuse, et qui arrive et qui ne doute pas de son droit sur Eretz Israël. Face à une population arabe qui est très clairsemée, dans un pays qui est en grande partie désertique, sauf sur les hauteurs, qui sont moins insalubres parce qu'il n'y a pas de malaria, pas de paludisme, etc. Donc les hauteurs, c'est ce qui va en gros du mont Tabor, de la Galilée, jusqu'à Hébron, au sud de la Palestine actuelle, en passant par Jérusalem, bien sûr, Ramallah, Naplouse et Jenin. Bon. Mais en revanche, toutes les plaines qui descendent vers la mer Méditerranée ou qui descendent vers le Jourdain, vers la Rava, la dépression du Jourdain, sont quasi désertiques, infestées par la malaria. Ces Juifs s'installent là, et l'essor économique qu'ils vont promouvoir entre 1880 et 1940, pendant 60 ans d'histoire, un essor économique fabuleux, ça, tout le monde l'a reconnu, électrification du pays, construction de routes, construction de services modernes, etc., va faire venir une main-d'œuvre arabe très nombreuse. Ce qui fait qu'on assiste à ce paradoxe qui est peu connu et qui a un rapport direct avec la situation d'aujourd'hui. Et le conflit d'aujourd'hui et la perception qu'on en a, c'est que dans les années 1920-1940, en pleine période du mandat britannique, l'immigration arabe est plus importante que l'immigration juive. C'est une immigration de travail. Donc, d'une certaine façon, et c'est un paradoxe tragique, les sionistes, en développant le pays, ont développé en même temps une immigration qui sera demain leur adversaire le plus farouche, c'est-à-dire la population palestinienne d'aujourd'hui. Et donc, on passe, si vous voulez, d'une population très misérable et peu nombreuse, à peine 400 000 habitants non juifs, 420 000, disons, en 1870-1880, à pratiquement 1 200 000 en 1948. Mais même 1 200 000, c'est une population encore modeste. Alors, c'est donc dans ce laps de temps qu'ont été posées les bases du foyer national juif, c'est-à-dire aussi bien le système de sécurité sociale que l'équivalent de la Croix-Rouge, par exemple, que le grand syndicat Histadrout, que la presse, le journal Haaretz a été fondé en 1919,
que l'université hébraïque, Jérusalem 1925, que les premiers lycées où on enseigne en hébreu, le lycée Herzliya à Jaffa, en 1906, qui va ensuite s'installer à Tel Aviv, la création de la première ville juive moderne depuis l'Antiquité, depuis Bar Korba, Tel Aviv, dont les premières pierres sont posées en 1909, de création de la première milice de défense qui s'appelle l'Haganah qui donnera Tzahal en 1948, enfin, et même certaines entreprises économiques sont nées à cette époque-là, donc tout est en place, si vous voulez, en 1940. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la Shoah n'a pas créé Israël, c'est même l'inverse. Bon. Et surtout, elle a détruit les gros bataillons du sionisme qui auraient pu faire la force de l'État d'Israël en 1948. Ils n'étaient plus au rendez-vous. Bon. Et dans cette Palestine-là, quel a été le refus arabe? Il n'a pas attendu longtemps, il a été immédiat. C'est-à-dire que lorsque l'immigration se précise dans les années 1890, venue essentiellement de Russie et de Roumanie, parce que l'aliyah yéménite, qui est très importante, ne pose pas vraiment problème, parce que c'est une aliyah qui est arabophone, qui est totalement intégrée dans la population locale et qui ne choque pas la population arabe locale, aussi bien chrétienne que musulmane. En revanche, l'arrivée de ces juifs russes, ces juifs roumains qui sont très étrangers par la culture à la culture arabe locale, les choque profondément, ne serait-ce par exemple que le statut de la femme, bon, ou ne serait-ce aussi que le fait qu'arrive un certain nombre de juifs peu soucieux de la tradition, ne respectant pas le Shabbat, etc., et donc très éloignés de la religion, ce qui dans une société traditionnaliste, aussi bien chrétienne que musulmane, choque énormément. Bon. Eh bien, le refus arabe est immédiat, on en voit les prémices dès 1891, c'est-à-dire 10 ans après la première vague d'immigration. Vous avez une protestation de notables de Jérusalem contre l'immigration juive qui est envoyée à Istanbul. Ces protestations se succèdent et à partir de 1908-1909, après la révolution jeune turque à Istanbul, donc dans l'Empire ottoman, nous sommes dans l'Empire ottoman à ce moment-là, et bien on peut dire que la protestation arabe, cette fois, est beaucoup plus structurée, beaucoup plus véhémente, et elle est répercutée au Parlement à Istanbul, où il y a 60 députés arabes, et c'est une protestation qui dispose de sa presse. Les premiers journaux palestiniens naissent à cette époque-là, Al-Quds pour Jérusalem, Philistine, comme dit bien son nom, c'est la Palestine, à Jaffa, Al-Karmil, à Haïfa, le Carmel, bien sûr, à Haïfa, etc. Et ce qui est frappant, c'est que cette protestation arabe contre l'arrivée des Juifs, c'est une protestation essentiellement chrétienne. Pourquoi? Parce que les Arabes chrétiens sont, sur le plan de l'éducation et sur le plan scolaire, incomparablement en avance par rapport aux musulmans. Disons, on a les chiffres, hein, grâce aux Anglais. Les Anglais ont fait un travail statistique remarquable en Palestine. On a les chiffres en 1920, si vous voulez, si vous avez au grand maximum 25% d'hommes musulmans alphabétisés, mais 75% d'Arabes chrétiens alphabétisés et environ 93% de Juifs, toujours au sexe masculin, alphabétisés. Donc les Arabes chrétiens sont à la tête de la contestation au moins jusqu'à la guerre de 14. Et ce qui va se passer ensuite, et que je développe en partie dans ce livre, et davantage dans un qui viendra plus tard au PUF, c'est qu'en fait le refus chrétien du sionisme a été progressivement évincé, mis à la marge par l'islamisation du conflit dans les années 1925, par le biais du moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui a non seulement poussé les chrétiens à la marge, mais qui a réintroduit la violence et la méfiance entre les deux communautés, qui fait qu'à la fin de la grande rébellion arabe des années 36-39, qui précède la guerre d'indépendance, cette rébellion s'est terminée en quasi-guerre civile, à l'intérieur de la communauté musulmane, mais aussi entre chrétiens et musulmans. Mais ça, c'est une autre affaire, si vous voulez. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, pour ce livre magnifique. Et je vous remercie au nom de tous les lecteurs qui seront éclairés, comme je l'ai été à la lecture de votre travail. Merci beaucoup et merci de votre invitation.